En août 1870, dans un petit village paisible du Périgord, au cœur d'une France plongée dans le chaos et la guerre, une journée ordinaire va se transformer en véritable cauchemar. Une foule en colère, un innocent accusé à tort, et une violence qui dépasse l'inimaginable. Aujourd'hui, je vous emmène dans les ruelles poussiéreuses de Hautefeuille, où un simple malentendu a conduit à l'une des histoires les plus atroces de France. Une histoire de rumeurs, de superstitions et surtout de haine collective. Imaginez seulement, une foule de villageois, emportés par la peur et la colère, qui transforme un homme respecté du coin en une victime. Cet homme s'appelait Alain de Monéis, et ce qui lui est arrivé dépasse l'entendement. Pourquoi ce village a-t-il sombré dans la folie? Comment des gens ordinaires ont pu commettre une telle barbarie? Eh bien c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans l'une des pages les plus sombres de l'histoire française. Mais avant ça, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de faits divers mais pas que. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo faite à l'express comme d'habitude. On est samedi bien évidemment, je la poste lundi, c'est à mon habitude. Ça devient presque habituel d'être dans le rush continuellement. Mais bon, c'est la période de Noël, on a l'habitude. Avec la promotion qu'il y a sur ma boutique forcément, eh bien je suis beaucoup plus occupée. D'ailleurs n'hésitez pas, je vous le rappelle, 15% de remise des 40 € d'achat hors frais de port sur la boutique en ce moment. N'hésitez pas à vous faire plaisir pour des cadeaux de Noël. Il est encore temps de commander, ça arrivera évidemment avant Noël. Et sur ce, bah écoutez, installez-vous confortablement parce que cette histoire va vous faire frissonner. Elle est vraiment horrible, honnêtement, c'était dur à faire. Et bah écoutez, c'est parti pour l'histoire du jour. Déjà avant toute chose, on va faire un point évidemment sur le contexte historique de la France à cette époque-là. Faut savoir qu'en août 1870, la France est en pleine guerre contre la Prusse. Cette guerre, déclarée à la hâte un mois plus tôt, tourne rapidement au désastre pour le Second Empire de Napoléon III. Les premières défaites françaises sèment clairement la consternation dans tout le pays et la tension monte à tous les niveaux dans la société. Mais surtout pour comprendre l'affaire Hautefeuille, il faut se plonger dans le quotidien de la France rurale de cette époque. La guerre franco-prussienne est brutale et rapide. Dès les premières semaines, les armées prussiennes avancent inexorablement en infligeant des défaites cuisantes à l'armée française. Des milliers de soldats français meurent ou sont capturés. Et dans les campagnes françaises, comme à Hautefeuille, les nouvelles de la guerre arrivent au compte-gouttes. Et tout ce qui parvient aux oreilles des paysans sont souvent exagérés et surtout déformés. Et c'est cette incertitude qui va nourrir un climat de tension et surtout de peur dans les villages ruraux de France. On commence à parler d'espions prussiens infiltrés, de traîtres parmi les notables qui sont infiltrés dans les villages pour espionner. Chaque parole mal interprétée peut devenir clairement suspecte. Surtout, chaque visage inconnu peut éveiller la méfiance de tout le monde. Déjà que de base, dans les villages ruraux, c'était déjà compliqué si on vous connaissait pas, mais à cette époque-là, c'était encore pire. Les villages vivent au rythme des saisons, des foires et des échanges locaux. La plupart des villageois sont paysans et travaillent extrêmement dur pour survivre. Mais derrière cette apparente tranquillité, eh bien, il y a une grande précarité. Les mauvaises récoltes et les impôts qui sont très lourds ont poussé des nombreuses familles à la limite de l'endurance. Le mécontentement gronde et la guerre n'a fait évidemment qu'aggraver les choses. Les croyances populaires et les superstitions restent évidemment très fortes dans ces régions et on se méfie des étrangers, des gens de la ville comme on les appelle, et surtout des idées nouvelles qui circulent avec difficulté dans ces coins reculés. C'est dans ce contexte de méfiance et de peur, de frustration également, que les foires dans les villes, comme celle de Hautefeuille, jouent un rôle central. Elles sont à la fois des lieux d'échange économique et surtout de sociabilité, mais aussi des espaces où malheureusement les tensions peuvent naître et éclater. Et à Hautefeuille, eh bien c'est ce qui va se passer. D'ailleurs, Hautefeuille, c'est un petit village du Périgord, et comme beaucoup d'autres à l'époque, il y a là-bas une communauté très soudée. Tout le monde se connaît. Et évidemment, où des clivages sociaux restent très fortement ancrés encore à cette époque-là. Les notables sont souvent perçus comme des privilégiés qui coexistent avec des paysans qui, eux, peinent à joindre les deux bouts. Donc il y a déjà une tension très existante entre les deux. La personne qui va nous intéresser aujourd'hui est Alain de Monéis, un jeune homme de 31 ans appartenant justement à cette classe de notables. Il est fils de propriétaires terriens et surtout respecté pour sa générosité et son implication dans les affaires locales. Mais dans une période aussi tendue, même quelqu'un comme lui peut devenir une cible. Et c'est donc dans ce climat de guerre, de pauvreté et de superstition que se joue l'affaire Hautefeuille. Le moindre mot peut être très mal interprété, la moindre rumeur peut enflammer les esprits.
esprits. Et ce 16 août 1870, lors de la foire annuelle de Hautefeuille, un simple malentendu va déclencher une tragédie inimaginable, alimentée par la peur et la haine collective. Le 16 août 1870 commence comme toutes les autres, de façon assez banale, en tout cas assez banale pour le début d'une foire annuelle. Les villageois se rassemblent sur la place centrale pour vendre leurs produits, échanger des nouvelles, et surtout partager un rare moment de convivialité en période de guerre. Sachant que la guerre, justement, est dans tous les esprits. Mais ici, au Périgord, la vie suit son cours. Alain de Monéis, 31 ans, arrive à la foire comme à son habitude. Ici, tout le monde le connaît, il n'est pas étranger, et pourtant ça n'empêchera pas ce qui suivra. Ce jour-là, justement, Alain est venu à la foire pour parler d'un projet communautaire et évidemment profiter des échanges habituels. Et alors qu'il discute avec d'autres villageois, Alain aurait dit une phrase anodine, mais dans ce climat tendu, va être complètement déformée. Selon certains témoins, Alain aurait dit « il faut soutenir les soldats français ». Mais dans le brouhaha de la foule, ces paroles sont mal entendues ou intentionnellement mal comprises. Et très vite, une rumeur va enfler dans la foule. Alain de Monéis aurait déclaré son soutien à l'Empire prussien. En pleine guerre franco-prussienne, une telle accusation équivaut clairement à une trahison. Les mots se propagent comme une traînée de poudre dans la foule. Et ce qui n'était qu'un malentendu se transforme en une certitude pour certains. Et à ce moment-là, le climat de la foire change radicalement. Les murmures d'indignation commencent à devenir des cris de colère. Et Alain est immédiatement pris à partie par plusieurs personnes. On va l'accuser d'être un traître, un espion prussien, envoyé par l'ennemi pour espionner leur village. Évidemment, Alain tente de se défendre en disant que c'est pas vrai du tout, qu'il n'est pas un espion, et qu'il n'a absolument pas tenu de propos, en tout cas qui pourraient permettre de se dire qu'il est un espion. Il soutient l'armée française. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, les villageois sont déjà convaincus de sa culpabilité. Les esprits s'échauffent rapidement, et évidemment, dans un contexte où la peur et la méfiance dominent, il faut vraiment pas grand-chose pour que la foule bascule dans la violence. Les tensions accumulées par la guerre, la pauvreté et les frustrations trouvent en Alain un bouc émissaire idéal. Ce qui va suivre est une montée en puissance effrayante. Il y a des villageois qui vont commencer à frapper Alain. Au début, c'est qu'une poignée d'individus, quelques hommes ici et là dans la foule. Mais très vite, toute la foule se joint à l'attaque. On va le traîner à travers la place, le frapper, on lui hurle des insultes. Je rappelle qu'Alain est un notable connu du coin, tout le monde le connaît. À ce moment-là, il y a des témoins de l'époque qui vont décrire cette scène comme une hystérie collective. Des gens ordinaires, des voisins, des connaissances d'Alain deviennent méconnaissables, animés par une colère clairement irrationnelle. Et ceux qui ne participent pas à cette violence et cette brutalité restent en retrait et n'interviennent pas tout de suite, par peur d'être pris à partie. Mais il y a quand même quelques habitants qui vont tenter d'intervenir dans cette folie. Ces gens connaissent Alain et évidemment savent qu'il est innocent et que tout ça n'est qu'un malentendu. Mais sans surprise, ils vont être très rapidement écartés ou alors intimidés par la foule en colère. Dans cette tragédie, la voix de la raison d'Alain est étouffée par le bruit de la foule. Alain de Monéis, pris dans cet engrenage, est désormais livré à une communauté aveugle, mais surtout incontrôlable. Et ce qui aurait pu être une simple altercation ou des échanges de coups dans une foule en colère va clairement tourner au drame. À ce moment-là, la violence, elle devient incontrôlable. La colère de la foule atteint son paroxysme. Alain de Monéis, déjà complètement roué de coups, est traîné dans les rues poussiéreuses de Hautefeuille. Ses appels à la raison, ses cris d'innocence, tout ça est noyé dans le tumulte des accusations et des insultes. On l'accuse encore et encore d'être un traître, d'un espion prussien, un ennemi de la patrie. Ce qui n'était qu'un malentendu est aujourd'hui une affirmation collective. Alain est frappé sans relâche. On lui brise les os, on lui arrache ses vêtements, on le piétine. Son visage, autrefois respecté, n'est plus qu'une masse ensanglantée. Chaque coup porté à Alain est un exutoire pour cette foule enragée, une manière de libérer leur frustration, leur peur et surtout leur haine. Mais malgré la douleur atroce que ressent Alain, il continue de supplier et essaie de ramener à la raison ces gens qu'il connaît. À ce moment-là, les villageois traînent Alain jusqu'à la place centrale de la ville, comme pour le juger publiquement, mais évidemment sans procès ni justice. Certains lui crachent dessus, d'autres le rouent complètement de coups. À ce moment-là, l'abbé Saint-Pasteur, curé de Hautefeuille, intervient, un pistolet à la main, pour évidemment essayer de le secourir. Mais face à la détermination des agresseurs, en sentant que lui-même va être exposé à la fureur grandissante du groupe, se réfugie dans le presbytère. Il va tenter une diversion en proposant aux paysans de l'accompagner pour aller boire un coup, aller se bourrer la tronche à côté, à la santé de l'empereur, et certains vont accepter, mais une grosse partie de la foule reste à continuer de battre Alain. À ce moment-là, il y a deux personnes qui vont tenter d'intervenir également, Philippe Dubois et Georges Mathieu, le neveu du maire du village, qui vont tenter de soustraire Alain aux assauts répétés des paysans. Mais rapidement, ils vont se retrouver submergés par la foule et n'arrivent pas à mettre à l'abri Alain, qui est déjà atteint par des coups de sabot et des coups de tout le monde. Ils veulent le faire entrer dans la maison du maire, mais ce dernier, le maire, va interdire l'entrée par peur que la foule finisse par s'introduire chez lui
et lui casser sa vaisselle. Bien évidemment. Les gens qui essayent de protéger Alain n'arrivent pas à intervenir, c'est impossible. Et à ce moment-là, François Mazière, un cultivateur de 29 ans, et Pierre Buisson, un cultivateur également de 33 ans, vont s'emparer de Alain, le prendre avec eux, et le livrer à nouveau aux paysans, dont d'ailleurs toutes les personnes qui étaient parties avec le prêtre pour boire un coup reviennent pour retaper Alain, complètement bourré. Le groupe devient une sorte de clan mené par une sorte de chef, si on peut dire ça, François Chambord, qui va prendre un peu la direction du groupe. C'est un homme de 33 ans, un maréchal ferrant à Pouvrières. Au début, François va projeter d'amener Alain aux autorités, mais rapidement, quand il voit que le maire n'intervient pas et que la foule est enragée, eh bien ils vont décider de finalement le pendre à un cerisier. Heureusement, la tentative de pendaison échoue du fait de la fragilité des branches du cerisier, donc ils vont décider de le battre à mort. Mais à ce moment-là, au lieu de le battre à mort et d'abréger ses souffrances rapidement, le groupe décide de le battre, mais de le maintenir en vie, pour essayer de le maintenir en vie le plus longtemps possible, pour qu'il souffre le plus longtemps possible. D'ailleurs, des témoins diront plus tard que François Chambord dira à un moment, je cite, « Avant de faire périr le Prussien, il faut le faire souffrir ». Et c'est pourquoi les tortionnaires vont aménager, si on peut dire, des moments de répit pour que Alain reprenne ses esprits avant de continuer à le battre. À ce moment-là, il va être traîné dans un local qui sert d'atelier au maire, qui d'ailleurs est aussi maréchal ferrant. Ils vont l'attacher avec des sangles sur le travail à ferrer. Et en même temps, pendant qu'il est attaché, les gens vont continuer de le frapper de façon extrêmement violente au visage, aux jambes, à coups de sabots et de bâtons. En parallèle, à ce moment-là, le serviteur des monnayistes, puisque c'était un noble du coin, va se rendre à la foire, inconscient de ce qui est en train de se passer. Il va se rendre du coup dans la foule, se rendre compte de ce qui s'est passé et apprendre que Alain est retenu captif dans ce fameux local. Il va profiter du fait que la foule s'est dispersée un petit peu, laissant Alain tranquille pour qu'il puisse reprendre ses esprits, pour qu'il puisse le maintenir en vie plus longtemps, pour se faufiler dans le local et tenter de le libérer et de le faire partir. Mais avant même qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit, la foule revient en force et fait échouer cette nouvelle tentative de mettre Alain à l'abri. À nouveau battu, Alain est à ce moment-là atteint à la tête par un coup extrêmement violent que Léonard Piarouti, 53 ans, un chiffonnier du village, va lui asséner avec sa balance accrochée. Et d'ailleurs à ce moment-là, beaucoup de témoins diront que pour eux c'était le coup mortel. Sous l'insistance des gens qui sont outrés par ce qui sont en train de se passer, le maire décide de un peu intervenir, si on peut dire ça, et va proposer de le faire entrer dans son étable à moutons et de le protégé à l'intérieur. À ce moment-là, Alain est mis à l'abri et soigné par Philippe Dubois, mais les gens sont encore une fois complètement incontrôlables et enragés et vont se déchaîner sur la porte qui sépare en fait Alain de ses assaillants. Et la porte ne résistera pas longtemps et la foule finira par rentrer. À ce moment-là, les frères Campo, des agriculteurs à Menzac, vont se saisir de Alain et le livrer aux paysans, dont la violence atteint clairement son paroxysme. À ce moment-là, selon des témoins, la tête d'Alain ressemblait juste à un globe de sang. Il est porté vers le foirail, mais juste avant, on va tenter de le faire rentrer encore une fois dans une auberge pour le mettre à l'abri, mais l'aubergiste va fermer la porte avant qu'ils aient le temps d'entrer, et va fermer d'ailleurs la porte sur la cheville de Alain, évidemment, qui va commencer à entrer, et évidemment Alain va s'effondrer une nouvelle fois sous la douleur de sa cheville qui vient d'être quasiment cassée. À ce moment-là, il est considéré comme mort, mais il va se mettre à bouger, il va se relever, il va se diriger vers une grange et attraper un pieu, et le pointer vers le groupe de paysans en colère, pour essayer de les calmer, essayer de dialoguer et de tenter de leur faire comprendre que tout ça n'est qu'un malentendu, et qu'il n'a rien fait, et qu'il est en train de se faire littéralement battre à mort, dire qu'il n'a rien fait. Mais à ce moment-là, Alain, il est épuisé, fatigué, son corps est meurtri, et du coup va se faire désarmer très rapidement par Jean Campo. Il se fait désarmer, et malheureusement, le pieu qui servait de défense pour Alain se retournera du coup contre lui, puisque Pierre va lui porter avec le pieu un coup à la nuque, qui, encore une fois pour les témoins, pourrait être un des coups mortels. À ce moment-là, Alain est quasiment mort. La foule continue à s'acharner sur lui, dire qu'il ne bouge quasiment plus. Pendant environ 10 minutes, 10 longues minutes, il se fera encore et encore rouer par tous les paysans qui étaient à côté. Des témoins diront plus tard que, à part une fourche et un piolet, aucune arme tranchante comme des haches ou des choses comme ça ne va être utilisée à ce moment-là. C'est vraiment, il est battu à mort. À ce moment-là, deux personnes vont prendre chacun une jambe de Alain et tenter à la main de l'écarteler. Ils n'y arrivent pas, il faut une force surhumaine, ils arriveront que à le déchausser, mais ils auront quand même en tête d'essayer d'écarteler un homme qu'ils connaissent. À ce moment-là, ils décident de traîner Alain jusqu'à une mare asséchée du village. C'est une mare où il est coutume d'ailleurs de fêter la Saint-Jean et de faire des feux. Il faut imaginer juste l'image, le corps d'Alain rempli de sang, traîné par deux personnes jusqu'à la mare, suivi par toute une foule de paysans enragés. Et pire encore, le maire du village les suit avec son écharpe de maire, en mode c'est la justice. Voilà. À ce moment-là, Alice Dussolier, une amie d'enfance de Alain Monéis, et qui s'est d'ailleurs rendue sur les lieux du crime le lendemain, dira plus tard, dans un texte de 1874,
Je cite, « On le traînait par les jambes à travers les ruelles du bourg, sa tête sanglante sonnait sur les cailloux, son corps déchiré sautait de droite et de gauche. Vive l'empereur, vive l'empereur. » Arrivé au niveau de la mare, les bourreaux jettent le corps de Alain dans la fosse. Sous la direction de François Chambord, on va chercher des fagots, des branchages, des débris. Beaucoup de témoins d'ailleurs diront qu'à ce moment-là, Alain n'était pas mort, il bougeait encore. À ce moment-là, des témoins essayent d'éviter l'inévitable, mais sont rapidement pris en chasse par des dizaines de paysans et sont écartés de la foule. Et ce qui devait se produire se produisit. François Chambord, avec une allumette, allume le feu, où le corps de Alain se trouve. Le bûcher s'embrase sous les vivas de l'assistance. Vive l'empereur. Il y a même des gens qui commenteront le feu en disant « Regardez comment ça grille bien ». Il y en a d'autres qui diront même « Dommage que toute cette graisse soit perdue » en voyant la graisse du corps humain couler. Enfin, vous voyez ce genre de choses, quoi. Certains ont constaté et diront plus tard qu'entre le début du supplice et son dénouement tragique, il va s'écouler exactement 2 heures. 2 heures où Alain sera battu à mort pendant 2 longues heures, où des gens tenteront de sortir cette personne de ce bourbier, mais sans aucun succès. Parmi les villageois présents, évidemment, tous ne participent pas à la violence, mais personne n'a réussi à l'arrêter parce que la peur de devenir la prochaine cible, l'effet de masse et la pression sociale paralysaient ceux qui auraient pu agir. Ils avaient peur que le fait d'intervenir fasse d'eux également des traîtres et de finir en fait dans la même position que Alain. Il y a beaucoup de témoignages qui diront que les habitants ont bien essayé de convaincre la foule d'arrêter ce massacre, mais ça n'a absolument rien donné. Et sans surprise, après des heures de supplice, Alain de Monéis succombe à ses blessures et surtout aux flammes. La foule, qui quelques instants plus tôt hurlait de rage, retombe dans un silence étrange et presque gênant. À ce stade-là, il reste quasiment plus rien de Alain, qui quelques heures plus tôt était venu à Hautefeuille pour la foire avec des intentions pacifiques. Son corps, son humanité, son histoire, tout a été consumé par le feu de la haine collective. L'horreur de ce jour dépasse l'entendement. C'est pas seulement un meurtre, c'est un acte de barbarie publique, un lynchage qui reflète les pires travers de l'humanité. Évidemment, ce drame aurait pu être évité, mais la peur, la désinformation et surtout la haine collective liée à la guerre franco-prussienne ont conduit à la destruction d'un innocent. Le lendemain de cette tragédie, Hautefeuille s'éveille dans un silence étrange. La colère qui avait embrasé la place du village s'est complètement dissipée, laissant derrière elle des cendres fumantes et des traces de violence. Mais à ce moment-là, les habitants, eux, semblent réticents à parler de ce qui s'est passé la veille. Ce jour-là, une ligne a été franchie. Un acte de barbarie collectif avait été commis. Et évidemment, il va pas tarder à attirer l'attention de la vraie justice. C'est seulement quelques jours après le lynchage public de Alain que les autorités locales, alertées par des rumeurs et surtout des témoins, vont dépêcher une brigade de gendarmerie à Hautefeuille. Leur mission, elle est claire. Comprendre ce qui s'est passé, mais surtout traduire les responsables en justice. Mais cette tâche, elle va être tout sauf simple. Quand les gendarmes arrivent à Hautefeuille, ils se retrouvent face à une communauté qui s'est repliée sur elle-même. Les habitants, rongés par la peur, la culpabilité et la honte, et peut-être surtout la peur des représailles, restent complètement silencieux. Beaucoup refusent complètement de parler, nient leur implication, ou tentent de minimiser les faits. Certains vont même jusqu'à prétendre que la mort de Alain de Monéis n'était qu'un simple accident, ou le résultat d'une simple bagarre. Mais la vérité commence doucement à émerger face à quelques témoignages quand même de personnes qui ont tenté d'arrêter ce massacre. Le corps calciné de Alain de Monéis est évidemment retrouvé par la police et déposé entre 2 draps dans l'église de Hautefeuille. Le docteur Roby Pavillon, qui va en faire l'autopsie, va rédiger le soir du 16 août un rapport qui va décrire l'état de la dépouille. Je vous cite une partie. Cadavre presque entièrement carbonisé et couché sur le dos, la face un peu tournée vers le ciel. À gauche, les membres inférieurs écartés, la main droite raidie au-dessus de la tête, comme pour implorer. La main gauche ramenée vers l'épaule correspondante et étalée, comme pour demander grâce. Les traits du visage exprimant la douleur, le tronc tordu et ramené en arrière. Après l'examen du corps, le docteur établit que Alain de Monéis a bel et bien été brûlé vivant et qu'il est mort de suite de l'asphyxie et des brûlures, et qu'auparavant, Alain de Monéis a été gravement blessé à plusieurs endroits de son corps. Roby Pavillon, le docteur, conclut son autopsie par ces mots: l'ensemble de ces blessures aurait inévitablement amené la mort. À ce moment-là, les gendarmes de Nontron, qui étaient dépêchés sur les lieux, cèdent aux premières arrestations. Une 50aine de personnes vont être interpellées et interrogées par le juge Marcheneau. Et le 19 août, Charles Borot-Lajaladi, un procureur général de la cour impériale de Bordeaux, va se déplacer sur les lieux du meurtre et se charger de l'instruction de l'affaire. Le 18 septembre, un mois après, les prévenus qui ont été arrêtés quittent la prison de Nontron pour Périgueux afin d'être informés des charges retenues contre eux lors de la session extraordinaire des assises prévue pour le 26 septembre. Mais d'ailleurs, celle-ci, elle va être ajournée et renvoyée au 18 octobre. Et c'est à ce moment-là que Alice Dussolier, une amie d'enfance de Alain de Monéis, va rédiger une proclamation afin justement de dissiper les rumeurs dans le pays comme quoi il y a une amnistie qui a été autorisée pour les prévenus
et elle va afficher dans les rues une liste avec tous les noms des accusés. À ce moment-là, les inculpés ils sont au nombre de 21. Le procès va se dérouler du 13 au 21 décembre 1870 au palais de justice de Périgueux, sous la présidence du juge Brochon, et évidemment ce procès va connaître une énorme influence. Le premier jour du procès, l'acte d'accusation détermine la responsabilité directe de François Chambord, de Buisson, de Jean Campeau, de Léonardi dit Pierre Routy, on en a parlé avant, et de Mazières, comme auteur de l'homicide commis avec préméditation. Parce qu'on pourrait dire que non, étant donné que ça s'est fait sur un coup de tête, mais 2 heures de supplice, on sait qu'on va tuer la personne. Et d'autres accusés vont être jugés de complicité d'homicide pour avoir justement aidé les auteurs du meurtre. Les jours suivants, jusqu'au 17 décembre, sont consacrés à l'audition des témoins. D'ailleurs, l'un des témoignages les plus importants sera évidemment le témoin du maire, Bernard Mathieu, et merci mon Dieu, l'accusation et la défense vont évidemment mettre le doigt sur le fait qu'il était impliqué et surtout qu'il a manqué de courage pour sauver cette personne qui s'est fait massacrer dans son village. Des pièces à conviction vont être montrées durant le procès, dont 2 pierres prélevées dans le bûcher où on montre des taches de graisse humaine, la balance accrochée d'un des accusés, une des armes du meurtre, ainsi qu'une cravache qui appartenait à Alain de Monéis. Le 21 décembre, après délibération du jury, la cour va condamner François Chambord, Buisson, Pierre Routy et Mazières à la peine capitale, la peine de mort. La justice ordonne que l'exécution soit réalisée sur la place publique de haute faille. Jean Campeau, lui, va bénéficier d'une erreur du jury et va se voir condamné à une peine de travaux forcés à perpétuité au bagne de Nouvelle-Calédonie. Les autres accusés sont condamnés quant à eux pour les plus lourdes peines à 8 ans de travaux forcés et pour les plus légères à seulement 1 an de prison. Le 25 décembre, quelques jours après la fin du procès, l'ancien maire de Haute-Faye, Bernard Mathieu, sûrement pris de beaucoup de remords et de honte, décédera, sautera la vie. Le 26 janvier 1871, le pourvoi en cassation des accusés des 4 condamnés à mort sera rejeté, ainsi que leur demande de grâce. La guillotine qui servait pour leur exécution devait être normalement installée dans la mare à sécher de Haute-Faye pour les exécuter à l'endroit même où ils avaient commis leur acte horrible, mais le problème c'est que le terrain était beaucoup trop accidenté, c'était pas possible de la placer là, et du coup l'échafaud sera dressé le matin du 6 février dans la halle aux bestiaux, et c'est le bourreau Jean-François Endenreich qui devait venir réaliser l'exécution, mais ne pouvant pas, c'est son premier aide Nicolas Roche qui va procéder à l'exécution des accusés, et les 4 accusés seront décapités dans l'ordre suivant: Pierre Routy en premier, après Buisson, Mazières et enfin François Chambord. Je vous fais un point quand même sur les rumeurs qui concernaient ces histoires, notamment une rumeur de cannibalisme. Quand vous regardez sur internet, très souvent on parle de l'affaire de Haute-Faye, qu'il y aurait eu du cannibalisme. C'est pas avéré, mais je vous en parle quand même parce que pour ceux qui connaissent l'affaire, vous allez forcément m'en parler en commentaire. En fait, le truc c'est que pendant le supplice de Alain de Monéis, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par les paysans et des témoins l'ont entendu et l'ont rapporté. Et ces expressions ont évidemment marqué les esprits. Et c'est pour ça qu'en fait ils sont remontés après dans l'histoire. Il y a eu des phrases comme par exemple: nous avons grillé un fameux cochon à Haute-Faye. Et en fait, les paroles prononcées dans un moment de folie collective ont alimenté une image terrifiante, celle d'une communauté entière réduite à des instincts primitifs. Et la presse de l'époque, notamment le Nontrenais, a pas hésité à qualifier justement les habitants de Haute-Faye de cannibales, amplifiant ainsi l'horreur pour vendre leurs journaux. Il y a même d'autres personnes, l'oncle de Alain de Monéis, qui dans une lettre prononcera aussi justement le mot de cannibalisme. Et pendant le procès, les rumeurs vont continuer de s'amplifier. Il y a un témoin, Jean Morel, qui va affirmer que le maire du village, Bernard Mathieu, aurait déclaré à la foule envisager de brûler et manger Alain. Il aurait dit, je cite: faites ce que vous voulez, mangez-le si vous voulez. Le problème c'est que déjà ce témoignage il va être enlevé après, la personne va se rétracter en disant que finalement c'est pas vrai, mais trop tard, ça a été dit, les journaux ont repris cette information. Et pour la France du 19e siècle, encore marquée par les tensions sociales et la guerre franco-prussienne, ces accusations vont résonner justement comme un avertissement sur les dangers de la violence collective. Alain Corbin, historien et auteur de Le village des cannibales, donc un livre qui parle justement de l'affaire de Haute-Faye, va analyser cette rumeur comme une tentative de déshumanisation des habitants de Haute-Faye. Ces rumeurs renforcent l'indignation publique et surtout stigmatisent le village, en le transformant en un symbole de l'horreur et de la perte de contrôle totale. Mais on n'a aucune preuve concrète de cannibalisme. Mais son idée elle-même a laissé une énorme trace et c'est pour ça que vous pouvez le lire partout. L'affaire de Haute-Faye est l'une des pages les plus sombres de l'histoire française. C'est pas justement l'histoire d'un homme injustement lynché, mais c'est aussi celle d'une communauté qui en l'espace de quelques heures, emportée par la peur, par les rumeurs, par la guerre, a complètement perdu son humanité. Comment des voisins, des amis, même des connaissances peut devenir en quelques heures des bourreaux? Cette question pourtant simple résonne bien au-delà de 1870, car malheureusement ce drame n'est pas unique.
Il nous rappelle que la barbarie n'est jamais aussi éloignée que ce que l'on croit. Ce qui s'est passé à Hautefeuille est une leçon sur les dangers de la désinformation, sur l'effet destructeur d'une foule, surtout sur l'importance de la justice, de la réflexion et du courage face à une haine collective. Mais aussi un rappel douloureux que l'histoire, quand elle est oubliée, peut se répéter. Nous, on vit aujourd'hui dans un temps où les rumeurs se propagent encore plus vite, où la peur de l'autre attise toutes les tensions et où la raison est parfois noyée dans le tumulte. À Hautefeuille, un homme a été brûlé vif pour des mots qu'il n'a jamais prononcés. Que cette histoire nous serve d'avertissement. Restons vigilants face à nos propres colères, face aux injustices et surtout face à la facilité de blâmer un innocent. L'histoire de Hautefeuille est une tragédie, mais aussi un miroir. Un miroir qui nous envoie parfois une image effrayante, mais nécessaire, de ce que nous sommes capables de faire ou de laisser faire. Voilà pour l'histoire de Hautefeuille. J'ai été hyper choquée de cette histoire. Je la connaissais un petit peu. Brune m'en avait également parlé en commentaire il y a un petit moment, donc j'avais commencé à regarder mais j'avais pas eu le temps de m'y pencher sérieusement parce que je voulais faire beaucoup de recherches, parce que cette affaire-là, il y a énormément de choses sur internet qui disent tout et son contraire. Notamment le cannibalisme, parce que du coup moi j'étais partie dans cette optique là au début et en fait je me suis rendu compte que non, en fait finalement c'était vraiment principalement de la rumeur et c'était pas fondé. Et les rapports d'autopsie de toute façon ne précisent pas qu'il lui manque des morceaux qui suggèrent un acte de cannibalisme, mais je l'ai trouvé très dur. C'est pour ça que la petite conclusion que j'ai écrite nous rappelle quand même à quel point on peut rapidement tomber dans quelque chose de atroce malgré nous, et que même si des gens on les connaît, eh bien ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas vos bourrons demain à partir du moment où une rumeur éclatera sur vous. Aujourd'hui on est dans un monde quand même où la rumeur est très rapidement propagée avec les réseaux sociaux. Méfiez-vous, faites attention, ne partez pas dans un effet de masse quand vous voyez quelque chose. Je pense notamment à quand vous avez une information qui tombe sur le net et que d'un seul coup tout le monde s'en mêle et que d'un seul coup tout le monde harcèle une personne et tatata. Ça peut avoir du bien les effets de masse quand on dénonce quelque chose de très problématique ou des arnaques ou des injustices dans le monde, mais il faut se servir de ce pouvoir parce que c'en est un à bon escient, et surtout avant de se lancer dans un lynchage public, merci de bien vous renseigner toujours sur les personnes que vous attaquez. C'est important. Du coup voilà, vraiment ce point c'est très important et je trouve de le refaire dans notre période actuelle et dans notre monde actuel. Dites-moi si vous connaissiez l'histoire, si vous avez appris quelques petites choses, si vous avez aimé cette vidéo. Et surtout avant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique, ça me soutiendrait évidemment beaucoup. Et il y a les promotions de Noël, c'est le temps, il est temps de faire ses cadeaux. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire. Adieu.